Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir ici un penseur, un écrivain qui a fini de s'affirmer, M. Ranjo, qui est l'auteur de ce beau livre, de ce beau ouvrage, Une monarchie au cœur de la République, l'infirmité rédhibitoire de l'État sénégalais. Pour Rawan, le combat pour la démocratie est l'affaire de tous les citoyens qui doivent éviter d'apporter leur caution morale à la dictature, à l'éviction des valeurs, à l'exacerbation de tous les péchés qui font la monarchie absolue. Monsieur Rawan, le mot monarchie est largement revenu dans cet ouvrage. On vous laisse d'abord le soin de vous présenter brièvement et de saluer les internautes qui vous suivent. Bonjour à tous les internautes. Je suis très ravi de vous retrouver à travers, bien sûr, Sénégo et de pouvoir effectivement vous livrer ma pensée, mes réflexions sur le Sénégal. Je m'appelle Rawan Diop, je suis né le 15 janvier 1959 à Sakal, où je suis originaire donc, de la région de Louga. J'ai fait mes études primaires, secondaires, universitaires, donc je suis rentré également dans l'enseignement comme professeur d'histoire et de géographie. Ensuite, j'ai changé de cap pour faire l'administration financière. J'étais au Trésor public. C'est de là, effectivement, que j'ai pris congé de cette administration pour voler de mes propres ailes. Chose que je ne regrette pas d'ailleurs. Bon, voilà, mais bon, ça c'est une autre question. Donc, aujourd'hui, je crois que la réflexion portera éventuellement sur le Sénégal dans ses différents aspects. Le non-développement du Sénégal nous préoccupe à plus d'un titre. C'est pour ça qu'on ne cesse de réfléchir là-dessus et de livrer des informations sur les blocages possibles. Pour vous, M. Rawan, par rapport à ce que vous venez de dire, pour ce qui concerne la vie politique, sociale, donc, comme vous l'avez déjà dit, les citoyens doivent à tous les niveaux, à toutes les sphères, se sentir responsables et concernés par le combat citoyen pour que l'État de droit bénéficie à tout le monde. Mais vous savez, le combat principal, c'est le combat pour le rétablissement de l'état de droit. Les retards économiques, on peut les résorber si on a une bonne équipe dirigeante sur 10-15 ans. Mais quand l'état de droit est en lambeau, il faut plus qu'une génération pour le remettre d'aplomb. Malheureusement, on joue avec l'état de droit qui est davantage piétiné à travers des mesures décriées par tout le monde, des comportements belliqueux et souvent obséquiés, bien sûr, pour certains intellectuels qui choisissent de pactiser avec les pouvoirs. Et ça, je crois que ça ne les honore pas du tout. Nous avons opté pour être citoyens de cette République et nous prendrons fait de cause, bien sûr, pour la République. Nous combattrons tant qu'il sera possible, pacifiquement, et bien sûr, nous serons d'attaque, pour que ce peuple soit libéré du dictat, bien sûr, de cette alliance tacite entre le politique, le culte et l'occulte. Il s'en est suivi une sorte de consensus de servitude, à l'image, bien sûr, du consensus de Washington qui nous a apporté des ajustements structurels. Là, c'est interne, mais il nous appartiendra de relever tous ensemble le défi. Parce que ce que nous appelons prosélytement le système, c'est une alliance, de différentes forces, n'est-ce pas, qui sont accaparées de la République depuis la nuit des temps. J'ai estimé qu'une monarchie est venue se greffer à la République, donc épousant tous les contours de la République. Donc à travers, bien sûr, la pratique quotidienne du pouvoir, nous nous rendons compte que nous sommes beaucoup plus dans une monarchie qu'une République. Ça, c'est un avis. C'est son avis. Maintenant, c'est une sorte de combat que vous menez, vous l'avez déjà dit, mais quelles sont les véritables motivations de l'écriture d'un pareil ouvrage où il est difficile de nier le contenu? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Vous aurez pu descendre sur le terrain, faire de la politique autrement, faire du Sonko qui fait appel, qui évoque un nouveau système, tout le monde le dit, mais vous avez préféré prendre la plume. Qu'est-ce qui véritablement vous a motivé pour ce type de combat face à un système qui a perduré et qui traverse toutes les générations depuis 1960? Mais je me définis comme un citoyen libre et accompli, jouissant de tous ces trois séries et qui entend l'exercer pleinement. Je ne me laisserai pas intimider, mais j'ai choisi, entre autres combats, de le faire peut-être frontalement à travers l'écriture.
Je crois. Et d'ailleurs, je le dis très souvent, hein, vous savez, aucun voleur au monde n'aime qu'on crie au voleur. Donc il faut dénoncer ces pratiques. Il faut arriver, bien sûr, à rendre compte de la supercherie qu'il y a autour de l'exercice du pouvoir. Je crois que nous nous inscrivons dans une même mission, vous journalistes, moi écrivain. Cette mission de rendre compte du vécu quotidien, bien sûr, des citoyens. Alors, donc, ce droit de savoir, il faut qu'on essaie de l'exercer, soit en tant que citoyen, vous en tant que journaliste. Nous ne devons pas laisser passer une seule occasion, bien sûr, de parler de la République. Il y a différentes choses que nous traversons, une République à scandale, et quotidiennement, vous sentez beaucoup plus que ces pratiques hors normes se déroulent chez nous. Ce n'est pas dans un conte de fait, mais c'est ce que nous vivons au quotidien. Alors, quand vous vivez dans un pays où, par exemple, 3 millions d'enfants sont laissés au bord de la rue sans éducation, on vous dit que des milliards sont passés à gauche et à droite, qu'on en a pris bien sûr à la Prodac, qu'on en a pris au coude, qu'on en a pris ici, qu'on a dépassé 307 milliards pour l'achat des véhicules pour l'administration. 30 milliards pour un monument. Mais 30 milliards pour un monument, pour un festival 85 milliards. Alors des milliards et des milliards. Et maintenant le peuple vit dans la misère la plus cuisante. Il est au bas fond bien sûr de la misère. Il vit sa meurtrissure ignorée de tous. Entre-temps, maintenant, les dirigeants, ils sont haut perchés, vous voyez, ils s'arrogent, squattent bien sûr la noblesse, n'est-ce pas, républicaine, et ne veulent plus la quitter à travers des jeux d'alliance dont eux seuls ont le secret. Ils s'enferment bien sûr dans leur monde, jouant des numéros, piètrement bien sûr, des numéros de funambules, mais à l'arrivée, mais ils ont tous échoué. Oui. Et tous ces politiques qui se définissent au départ comme des chevaliers errants, partisans de la bonne cause, une sorte de paladins. Mais ils ont échoué lamentablement. À l'arrivée, ils se sont rendus compte que c'est tous des marchands de camelotes qui ont fait défaut le jour des calendes. Les calendes, dans la mythologie grecque, c'est le premier jour du mois, le jour effectivement où le jour de l'échéance de la dette. Mais ils ont tous fait défaut. Ils n'ont jamais réussi leur mission. Ils sont dans des jeux d'appareils, d'alliances, mais personne n'a réussi. Comme chef de l'État, comme membre du gouvernement, ils ont tous échoué et lamentablement. Malheureusement, ça perdure. Il y a un certain entêtement. Ils restent au pouvoir. La seule occasion rêvée qu'on avait certainement de les destituer, c'était en 2012. Mais la société civile s'est fourvoyée. Elle a fait la révolution et après, elle s'est enfermée dans le piège des politiques pour aller pactiser avec un politicien. Celui-là, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il en a rapproché 2 ou 3 les plus bavards. Pour le reste, maintenant, ils sont allés simplement manger à la soupe. Tout à fait, comme vous le dites, même en 2012, je pense bien que tout ce mouvement de la société civile, c'était juste aussi des gens qui étaient en quelque sorte instrumentalisés, vu le dénouement par le politique. Donc, oui, d'accord, mais il y avait une certaine exaspération du peuple sénégalais. Il faut qu'il y ait des relais. C'est là qui était chargé, bien sûr, d'incarner la lutte concrètement sur le terrain. Ils avaient la possibilité et la latitude de faire un casting et de chercher, bien sûr, de brillants intellectuels, des Sénégalais intègres qui ont fini de faire leur preuve au niveau national et international. Ensuite, pour leur faire porter la charge. Je vous dis qu'en 2012, même un berger soutenu par le peuple sénégalais aurait triomphé devant Maître Abdoulaye Wade. Et pourquoi la société civile a laissé passer l'occasion? Je n'ai pas compris. Les politiciens, passé 2012, se sont retrouvés. Maintenant, c'est l'alliance de tous les politiciens à travers des combines, des alliances bizarres et bidons qui n'arrivent pas à porter de développement. Ça, c'est déjà lamentable de le dire, mais c'est la réalité de ce que nous vivons au Sénégal. Oui, pour vous, les pratiques du pouvoir s'éloignent des standards démocratiques, et c'est depuis 1960. Mais ce que nous vivons, ce n'est pas la démocratie, c'est une simple galéade. Il faut oser les mots. C'est la vérité. Parce que la démocratie électoraliste qui se résume aux urnes, on a voté, il a gagné tant %, la communauté internationale félicite. Ça ne fait pas la démocratie. La démocratie, ce n'est pas une gouvernance sélective telle que nous vivons au Sénégal. Ce n'est pas une gouvernance partisane, hégémonique, etc. que nous vivons au Sénégal. La démocratie, ce n'est pas les clans, les corporations, les lobbies, des alliés et des alliés, les petits Jésus, les mollahs, tous qui s'allient. Certainement contre l'intérêt du peuple. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est passer les élections, de pouvoir prendre en charge les revendications citoyennes. Figurez-vous bien, monsieur, qu'ici, dans ce pays qu'on appelle le Sénégal, il y a des gens, des femmes qui traversent toute leur fécondité sans jamais voir, bien sûr, un gynécologue. Il y a des enfants
qui n'ont jamais été à l'école, 3 millions d'enfants qui errent. C'est bien le mot. Mais 3 millions d'enfants qui errent. Est-ce que vous pouvez me dire, M. Kandé, combien de Cheikh Anta Diop potentiel il y a dans ces 3 millions qu'on a négligés au bord de la route? Combien d'ingénieurs? Combien de physiciens? Combien d'astronautes? Mais parmi ceux-là, peut-être qu'il y en a 10 ou 15 qui avaient la structure cérébrale pour concevoir le prochain vaccin qui allait sauver l'humanité. Dites-vous bien, moi je suis même tenté de dire qu'Einstein n'aurait pas eu le même sort s'il était né sénégalais. Certainement qu'il serait pauvre, devenu enfant de la rue, inculte, ignoré de tous. Voilà, c'est ma conviction. Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes en 2019, vous me dites qu'il y a 3 millions d'enfants qui ne sont pas scolarisés. C'est terrible. Pendant ce temps, on me dit, on a fait un centre à Diamniadio à 62 millions, l'Arena à 80 millions, on a fait le stade à 36 milliards. Milliards, c'est des milliards, hein? C'est des milliards, pas des millions. Ensuite, on a fait le train de 38 km, bien sûr, à 800 ou 1000 milliards. Ce qui pose à coup sûr un problème de priorité, alors. Mais un problème de priorité, on dépense mal. On dépense rituellement, mais très mal. De l'argent, on en dépense tout. On est dépensier. Mais il faut savoir bien dépenser. Entre autres projets, j'en prends un, je vous dis tout de suite. Moi, mon train à moi, ce n'est pas un train express régional. Mon train à moi, c'est un train national. C'est-à-dire alors? Un train national qui dessert Dakar, Thiès, Mbour, un départ Mbour-Dakar toutes les heures parce que c'est une zone touristique, un train qui va jusqu'à Saint-Louis, qui se prolonge bien sûr jusqu'à Matam, un train de Kaolack qui passe à Touba, qui va en Casamance. Vous vous rendez compte que rien que cela constitue un programme ambitieux pour un président de la République. Parce que vous avez la possibilité d'aménager 100 gares à travers le pays. 100 gares, des emplois directs et indirects, 3000 emplois bien sûr par gare, multiplié par 100, c'est 300 000 emplois dans la poche. Ensuite, il y a une mobilité active, des trains de marchandises, des trains de passagers. Les produits qui pourrissent en Casamance rentrent bien sûr à l'intérieur du pays. Le lait qu'on déverse de l'autre côté arrive, etc. Et il y a une grande mobilité, les réseaux s'interpénètrent. Le développement commence par ça. Malheureusement, on s'est dispersé, on a dépensé beaucoup d'argent dans des créneaux qui ne sont pas porteurs, et ça nous rapporte quoi? Dans un pays où vous construisez tout de suite en 8 mois l'Arena, vous construisez un centre en 11 mois, vous construisez bien sûr une arène de lutte sur 18 mois, vous avez du mal à finir 2 universités sur 7 ans. Oui, c'est vraiment paradoxal. Cela dénote le peu d'ambition qu'il y a dans notre pays. C'est une république que je considère qui est très inégalitaire. Très inégalitaire, les répartitions des richesses par région et par habitant, mais elle est très inégalitaire. Je suis tenté de dire que c'est une république qui est beaucoup plus marâtre que mère. Parce que la marâtre, vous savez bien, Domou Djidlé, etc. Mais la République, elle est marâtre. Elle n'est pas mère. Elle ne couvre pas tous ses enfants. L'essentiel des enfants, la grande majorité, est ignorée de tous. Elle n'a pas accès aux ressources, elle n'a pas accès à l'éducation, elle n'a pas accès aux soins. Elle n'a pas accès à l'emploi. Au port de Dakar, c'est les fils d'eux qui ont été privilégiés. Liste de l'ancienne première dame, liste du Griot du Prince, liste de la fondation, n'est-ce pas? Liste du ministre de l'Intérieur, liste, etc. Donc tout est bien fait pour que cela ne puisse que servir un groupe bien déterminé et qui est là, qui traverse toutes les générations. Mais depuis la nuit des temps, ça a fonctionné comme ça, la République, en petit comité. N'est-ce pas? L'entre-soi, bien sûr, d'un comité où l'on se sent, bien sûr, solidaire, où on se renvoie l'ascenseur. Vous voyez, tout cela, c'est notre République que nous vivons sans broncher. D'ailleurs, la République, il y a eu Senghor, avant de partir, il a aménagé un petit article pour faire ce qu'on appelle une dévolution. Il a trouvé son successeur. Donc, le premier président, mais c'était un prince, lui, c'est un roi, il se comportait comme il veut. Voyez, c'est donc dire que finalement, nous ne vivons pas entièrement dans une république. Parce que il y a tous les substrats de cours. Le cérémonial, le rituel, les actes, l'autorité, le fait du roi et les atours. Tout ce qui définit bien sûr une monarchie. C'est ce que nous vivons au quotidien. La nomination, la façon de nommer, la façon de révoquer, la façon de distribuer l'argent du contribuable. L'actualité, je convoque l'actualité tout de suite devant vous. C'est le retour du pèlerinage à la Mecque. Combien de Sénégalais sont partis à la Mecque sur l'argent du contribuable? Oui, ils sont très nombreux.
Alors, la primature a convoyé ses pèlerins, la présidence a convoyé ses pèlerins, le Conseil économique, social, environnemental a convoyé ses pèlerins, l'Assemblée nationale a convoyé ses pèlerins, les ministres, chacun dans son département a une liste de pèlerins à convoyer à la Mecque, les grands directeurs nationaux ont convoyé des Sénégalais à l'étranger. Mais celui qui doit aller à la Mecque, elle doit le faire avec son argent. D'ailleurs, je conseille de payer ses dettes avant d'aller à la Mecque. Mais c'est quoi ici? À la place de construire des routes, des hôpitaux, des écoles, des universités pour libérer le savoir, permettre l'accomplissement, bien sûr, de l'être sénégalais, mais on détourne l'argent. On détourne l'argent pour une partie des privilégiés. Alors, ils ont les billets pour aller à la Mecque sur l'argent du contribuable. Ils bénéficient des moutons de Tabaski. Ils bénéficient du Soukeroukor. Mais ça n'existe pas. Si on doit distribuer chaque année des billets de pèlerinage à la Mecque ou à Popenguine, qu'on s'en remette bien sûr à la liste électorale. On fait un tirage. Ceux qui sortent vont bénéficier, on va accomplir leur pèlerinage. Et c'est la même chose également, on construit des lieux, des édifices comme ça, des centres de conférences, etc., pour amadouer le prélat. Mais moi, je dis c'est une façon de détourner l'argent du contribuable. Oui, l'État n'a pas à se mêler de la construction, bien sûr, des centres Voilà, l'État doit assurer sa mission régalienne, construire des écoles, construire des postes de santé, voyez, assurer le transport des citoyens, etc. Créer les conditions d'épanouissement collectif et individuel de l'ensemble des citoyens sénégalais. C'est ça sa mission. Mais un État ne s'éparpille pas en distribuant de l'argent. Des présidents qui donnent de l'argent, qu'on définit comme généreux. Voyez, qu'est-ce qu'il distribue? Il n'a pas hérité de l'argent. Aucun président sénégalais n'a hérité, bien sûr, de milliards de son père. Aucun. Quand il distribue comme ça des millions à gauche et à droite, qu'on loue leur générosité, ça veut dire qu'à la place de construire le développement, mais ils sont en train, bien sûr, de gaspiller l'argent des Sénégalais. Oui, vous avez aussi dénoncé un certain bonapartisme qui dépossède le peuple de sa force et annihile sa volonté. Mais notre État est foncièrement bonapartiste et jacobin. Bonapartiste parce que c'est l'autorité qui frise l'autoritarisme même. Où véritablement un monarque règne seul au-dessus d'un peuple, de sujets. C'est une sorte de démiurge qui a tous les pouvoirs. Il nomme à tous les emplois civils et militaires. Il dispose de l'argent comme il le veut. Il ne rend compte à personne. Et en bien des cas, et suivant les âges, ils emprisonnent aussi qui ils veulent. Ça, c'est plus que du bonapartisme. Jacobin, il n'y a pas assez de décentralisation. Parce qu'on dit décentralisation, mais les moyens ne suivent pas. À part peut-être les mots qui ne riment à rien, mais il n'y a pas de décentralisation. Moi, je serais pour des ministres-présidents de région qui répercutent la politique de l'État central au niveau des régions, qui veillent à leur exécution, qui rendent compte et qui se présentent à l'Assemblée nationale pour défendre la politique de la région. Ça, c'est quand même beaucoup plus ambitieux. Rompre, bien sûr, cette forme d'État jacobin, essayer quand même de promouvoir le développement à partir de la base. Oui, aussi, dans votre livre, il y a cette importante partie-là, la République et la démocratie sous séquestre. Mais la démocratie est sous séquestre, ce que je disais tout à l'heure, que c'était une simple galéade. Mais tout le monde sait qu'à part que nous avons une belle vitrine, dans le fond, ce n'est pas la démocratie. C'est pour ça, dans le livre, je parle de souverain captif. Le peuple, c'est le souverain captif. Sa souveraineté est confisquée. Il vote pour élire des dirigeants, mais passer l'élection, bien, les dirigeants retombent dans leur travers et font régner, bien sûr, leur ordre et leur loi, au détriment, bien sûr, de l'intérêt du citoyen. Et vous avez été aussi dessus par un président né après les indépendances qui n'a pas su comprendre les enjeux de l'heure pour essayer de mettre le pays sur les voies de l'émergence. Cette émergence tant bien chantée aujourd'hui, mais qui ne semble pas véritablement se mettre dans cette voie qui va sortir tout le peuple de cette galère-là qui est quotidienne, qui nous poursuivent même dans notre plus profonde existence. Mais je crois qu'il avait une chance inouïe de faire décoller le pays, parce que le peuple est sorti des 40 ans du Parti socialiste, il a essayé le régime de Maître Abdoulaye Wade, il a eu des rancœurs et de la déception. Alors, on a essayé de faire confiance, et tous derrière, on était derrière le président de la République. On pensait qu'il devait y avoir de la rupture. On nous avait promis un nouveau monde, mais ce nouveau monde est en tout point conforme à l'ancien monde. Rien n'a changé. C'est de la continuité dans le changement, et c'est manifeste. Alors, donc, sa jeunesse, bien sûr, parce qu'il est né après les indépendances, mais je crois qu'il est allé
qu'il est allé pactiser, bien sûr, avec d'autres générations. Je ne dis pas ça, qu'il y a une certaine influence, mais il aurait pu trouver sa voie, marquer la rupture profondément. Parce que tout ce qui s'est fait avant, c'était... Parce que d'ailleurs, si vous voulez bien, je fais un petit truc. Abdoulaye Wade, quand il est venu certainement, il avait senti que le pays marchait toujours de la même façon, caillant, assez boiteux. Parce que son aîné, Majmoud Diop, il disait « Mom serew, bok serew, defer serew ». Donc, il était conscient qu'il fallait se réapproprier son pays pour le construire. Ouais. Abdoulaye Wade, à travers un mot en 2 syllabes, Sopi, avait tout dit. Ça veut dire qu'il y avait une situation qui ne bougeait pas. C'était stationnaire. L'envie de changer était là. Ensuite, M. Bathily disait Djallarbi, c'est le renversement de l'ordre établi donc, par des procédés révolutionnaires. Ensuite, Djibo Leyti Ka viendra parler de renouveau. Ça veut dire que le mode de gouvernance était assez obsolète, il fallait changer. Et même M. Serigne Diop, qui viendra avec la rénovation, s'inscrit dans ce sillage. Maintenant, je parle du dernier larron Macky Sall qui est venu, il a prôné la rupture. La rupture, c'était déjà une césure nette. Il fallait recommencer une autre procédure, définir la République autrement et conduire la gouvernance autrement. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que rien n'a changé. On est dans la continuité manifeste. Donc les notions, la patrie avant le parti, gestion sobre et vertueuse des affaires de la cité, donc ce n'est que des vers bien formulés pour donner une cadence plus rythmique par rapport à cette politique qu'on nous a habitués. Moi, je crois que la sobriété et la vertu s'extirpent bien sûr de ce monde pour aller à Tire-D'air rejoindre bien sûr. Voilà, parce que rien n'a changé, Ce pays vit lamentablement sa misère quotidienne. Rien n'a changé. Figurez-vous qu'ici à Dakar, l'eau est rationnée. Il y a des heures où vous ne pouvez pas avoir d'eau dans une capitale. À 10 km à la ronde du palais présidentiel, vous n'avez pas d'eau. On ne va pas me dire qu'on fait du développement. On n'a pas fait du développement. Les étudiants sont souvent en grève pour des problèmes de bourse. Et il y en a qui en meurent d'ailleurs. Vous comprenez? Alors la santé fait constamment des piqûres de rappel de ces vieilles doléances. Les enseignants descendent dans la rue pour scander le mot d'ordre. Donc tout ceci, c'est des problèmes lancinants que nous vivons. Les paysans, ils peinent bien sûr à écouler leurs récoltes. Pour un pays qui produit, nous dit-on, 1 million de tonnes d'arachides, les paysans n'arrivent pas à vendre. Et pourtant, tous les jours, dans chaque foyer sénégalais, on consomme l'équivalent d'un demi-litre d'huile. Si on est courageux, on ferme les frontières, on triture l'huile d'arachide. Voilà déjà une bonne mesure. Permettre, bien sûr, à l'agriculture de décoller. Mais on ne le fait pas. Parce que ce sont des économies qui dépendent des taxes douanières et portuaires. Mais ça ne fait pas une économie. L'économie, c'est la production de richesses. Et pourtant, ils le savent bien. Si vous vous souvenez de cette sortie que vous avez bien rappelée dans ce livre aussi, du procureur de la République, Maître Ali Badara Cissé, qui avait fait un décor véritablement malheureux de son voyage au nord du pays. Vous l'avez bien évoqué dans ce livre. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour M. Cissé parce que, vous savez, quelle soit la station où l'on se trouve, la vérité est seule bonne à dire. Vous savez, il n'a pas cherché à voir que je suis de ce camp ou d'un autre camp. Mais il a fait sa tournée, il a constaté des choses, il les a traduits comme ça. Là, il a dit ce qu'il a vu. C'est ça le courage, c'est ça l'intellect. Le courage d'assumer son discours. Ça doit refléter la réalité. Il n'est pas dit que je suis de ce bord politique, je dois taire la vérité ou la réalité, non. Moi, j'estime effectivement qu'il a accompli sa mission. Et il n'est pas le seul à le constater, on ne sait leurrer personne. Vous savez, à travers les discours politiques, on peut enjoliver les choses. Les mots savent tout dire. Il y a de la littérature politique en abondance, de la rhétorique, comme on dit, mais les mots savent tout faire, sauf changer la réalité des choses. La réalité, c'est des actes qu'il faut. Malheureusement, il y a une béance entre les mots et les actes dans ce pays. Au moment où des milliards sont distribués, des millions sont donnés à des épouses des gens appartenant à ce groupe. Et on nous amène une bourse de 25 000 francs CFA trimestrielle. Voilà. Vous l'avez aussi dénoncé. Mais je l'ai dénoncé parce que finalement, à chaque fois, par exemple, que ce soit ici ou
quand je suis ici au Sénégal ou je suis un peu à l'étranger, le discours ne varie pas. Vous voyez, les déshérités, on leur octroie 100 000 francs par an, ça c'est la bourse de sécurité familiale, c'est le filet social, on s'en glorifie. Et moi, j'ai ouvert un peu le truc et je me suis rendu compte qu'il y a d'autres épouses. Cela peut être beaucoup plus digne parce que épouses, bien sûr, de diplomates, donc femmes de rang, bénéficient de 500 000 francs mensuels, l'équivalent de 6 millions par an. On ne veut même pas qu'on en parle. Pourquoi? Pourquoi cette dichotomie, cette différence de traitement entre épouses? Une femme, c'est une femme. Une femme paysanne et une femme fonctionnaire, c'est la même chose. L'épouse, bien sûr, d'un charbonnier et l'épouse d'un diplomate, c'est la même chose. C'est une femme sénégalaise et citoyenne avant tout. Voilà. Ça, ce sont des choses comme ça. L'accès à l'emploi aussi, c'est la même chose. Mais partout, il y a des discriminations. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la démocratie n'est qu'une simple galéade. Voilà, c'est une farce. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a un problème d'homme dans le système. Le problème du Sénégal, c'est un problème d'homme. Un problème d'homme dans le système, parce qu'aucun n'ose affronter voilà, le système pour marquer sa rupture. Mais il faut prononcer la rupture si on veut se développer. Voilà, on est au pied du mur. Tous les dirigeants se sont essayés au pouvoir, mais personne n'a réussi. Ils ont prôné bien sûr leur idéologie et leur programme politique. La dernière trouvaille, c'était l'émergence. Mais rien n'a émergé. Des gens ont dénoncé aussi une certaine une mise en place d'un système où c'est la famille qui gère l'affaire de tout le monde. Ça, c'est la maladie des Africains. C'est la maladie des Africains. Et ensuite, s'y ajoute qu'ils ont une appétence fiévreuse, bien sûr, aux délices du pouvoir qu'ils ne veulent pas quitter et qu'ils veulent faire goûter, bien sûr, à l'ensemble de leur famille. Le père, la mère, le beau-frère, le gendre, la bru, tout le monde est dedans. Mais écoutez, c'est un mélange saugrenu et détestable même. C'est une gestion clanique et partisane de la République. Ça, c'est de la monarchie. C'est pour ça que je parle de gestion monarchique du pouvoir. Que la monarchie est venue épouser les contours de la République, elle s'est greffée. Il y a un mariage incestueux entre la République, bien sûr, et la monarchie. Ça forme un couple instable qui refuse quand même de se quitter, un couple qui est en place depuis 1960 et qui continue son bonhomme de chemin. Mais on va essayer un peu de sortir du livre maintenant pour parler de l'auteur que vous êtes. Je pense qu'il serait aussi bien... on n'a pas tout négatif dans ce pays. Il y a des avancées positives qu'on a notées un peu dans certains domaines. Et dans ce livre, malheureusement, la peinture n'est que sombre. Il n'y a jamais un aspect, une petite lumière que vous avez accepté de présenter. Tout n'est pas trop négatif quand même. Il y a eu des évolutions. Ah non, non, non. Peut-être vous m'aurez interrogé sur certains aspects positifs. J'aurais dit volontiers. Quand je vois bien sûr quelque chose de positif, je le dis. On ne peut pas avoir bien sûr 25 000 milliards à gérer sur 7 ans et ne rien faire de positif. Ah non, pas du tout. Il y a eu des choses, il y a eu des avancées sur, par exemple, il y a eu des autoroutes qui ont été construites pour aller à Touba, même si l'impact n'est pas encore réel. Ça participe bien sûr au désenclavement du pays. La volonté de construire des universités, même si matériellement les universités ne sont pas encore là, je considère que ça va dans la bonne direction. Il faut des universités. Il faut bien sûr la société du savoir pour permettre bien sûr à nos enfants de s'éclore et de participer bien sûr dans la gestion du monde de demain qui sera un monde de concurrence féroce. S'ils ne sont pas armés, ils ne pourront pas faire face à la rivalité. Donc tout ceci participe. Mais vous savez, je suis assez exigeant parce que moi, je rêve du meilleur pour le Sénégal. Je ne veux pas une démocratie au rabais, je ne veux pas un développement au rabais, je veux tout et le meilleur pour le pays. Mais pour l'heure, maintenant, on nous a parlé d'émergence ou tout ça, mais l'émergence, si je veux définir l'émergence, c'est un état de structuration des leviers qui prédisposent au développement. Vous prenez le levier social, le levier culturel, le levier économique, le levier éducatif, vous voyez, l'agriculture, l'élevage, mais tout est au point mort. Tout est au point mort. Or, il faut structurer parce que l'émergence, ce n'est qu'une étape vers le développement. Ce n'est pas encore le développement. C'est une étape. C'est une étape intermédiaire. C'est une étape intermédiaire vers le développement. Nous en sommes très loin. Très, très, très loin.
Maintenant, là, M. Rawan Diop, qu'est-ce qu'il faut fondamentalement, vous l'avez dit, mais en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut fondamentalement pour que ce pays qui pratiquement a tous les atouts pour se mettre sur, en tout cas, les voies de l'émergence véritable qui impacte tout le monde, qui concerne tout le monde, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut se réveiller un bon matin, échanger avec une baguette magique, ou est-ce qu'il faut qu'à la tête de nos États, un changement d'homme, un changement de système? Est-ce que la voie véritablement est facile à pénétrer? Ça n'a jamais été difficile pour nous pour changer d'homme. On a changé d'homme. À 4 reprises, on a changé. Mais ça n'a pas changé la réalité. Donc, ce qui affecte notre République, c'est le mode de gouvernance qu'il faut revoir. Il faut casser cette dynamique. Revoir la façon de diriger ce pays. C'est un pays où, par exemple, vous allez à l'Assemblée nationale, mais un pays qui est en retard sur 60 ans, quand il fait un casting pour élire des députés, il y a un minimum de compétences qu'on doit exiger de ces députés. La connaissance du pays, de sa géographie, de son environnement, des objectifs du pays, du potentiel, etc. Mais beaucoup de députés ignorent cela, ils ne savent rien vous dire sur le Sénégal. Ses atouts, etc. Mais ils ne savent pas vous dire. Son environnement immédiat, même les limites du Sénégal, vous demandez, ils ne pourront pas vous les définir. Les voisins immédiats, non. Mais on ne choisit pas des députés comme ça. Un test de compétence doit être préalable. Ça, on l'exige à tout le monde, ce n'est pas discriminant. Donc, s'acheminer vers une assemblée des métiers, où il y a des marailleurs, des cultivateurs, des journalistes, des hommes d'affaires, et des enseignants, des fonctionnaires de rang, etc., et même des diplomates. Ça, c'est un creuset de compétences qui a la capacité, bien sûr, de transformer radicalement le visage de ce pays, avec des revendications saines et objectives, des projets cohérents, et ils pourront scruter, bien sûr, tout ce qu'il y a comme proposition et projet de loi, de façon responsable et autonome, mais pas une structure assez mécanique, parce que l'Assemblée nationale, tout comme la présidence de la République et la représentation diplomatique, c'est des fonctions hautement républicaines. Parce que l'essence même de la nation se réincarne à travers, bien sûr, cette fonction. C'est les seules fonctions qui sont précédées d'un épithète honorifique. On dit excellence, parlant du président de la République. Excellence, excellence parlant bien sûr de l'ambassadeur. Honorable parlant du député. Voyez le sens de la mesure. On a tout donné. On a délégué nos souverainetés et notre légitimité à ces gens-là. Mais quand on est à ce niveau de responsabilité, je crois qu'on doit avoir la capacité de discernement, voyez, de recul et de responsabilité nécessaires pour aller, bien sûr, dans le sillage des intérêts du peuple sénégalais. Et là, il faut en avoir d'abord la compétence, ensuite l'envie. Malheureusement, nous avons mis la charrue avant les bœufs, on meuble la galerie, ça amuse tout le monde, mais ça ne fera jamais du développement. Parce que le développement, c'est d'abord créer les structures, mettre les hommes qu'il faut, et ensuite définir la politique de façon responsable. Malheureusement, nos institutions, ce sont des institutions de parade, mais au fond, l'Assemblée nationale, je veux dire, ça ne répond pas à nos préoccupations. D'accord, les institutions aussi, ça pose problème dans notre système, mais nous allons essayer de sortir de ce livre qui véritablement, qui pourrait nous retenir ici pendant des journées, parce qu'il a fait véritablement, c'est une sorte d'un grand tableau sur la réalité économique, politique, sociale du Sénégal que nous avons hérité de blanc, qui n'a rien à voir aujourd'hui avec ce Sénégal-là que nous voulons pour nous et pour la postérité. Mais vous êtes aussi un citoyen, vous êtes au fait de ce qui marque, ce qui fait l'actualité nationale. Il n'y a pas longtemps, vous avez peut-être vous avez été informé de ce policier, de ce commissaire qui est allé attaquer en quelque sorte un pharmacien. Est-ce que vous, l'intellectuel que vous êtes, tout ce que vous connaissez de la République et tout ce dont vous voulez de la République, c'est honorable pour notre État, nos forces? C'est plus que regrettable. Je crois que c'est un sacrilège qu'un représentant de l'État de premier rang, parce qu'un commissaire, ce n'est pas n'importe qui dans la hiérarchie,
Donc, il est en contact direct avec les populations qu'il est censé défendre. Pour prolonger la mission régalienne de l'État de défendre les citoyens et leurs biens. Si c'est ce commissaire qui envoie ses hommes saccager les biens des particuliers ou bien sûr piétiner la liberté bien sûr des particuliers, ça pose un véritable problème. Ça montre déjà comment fonctionne la République chez nous. L'autorité ne suffit pas. On fait preuve d'autoritarisme. On n'incarne pas la loi, mais on incarne sa volonté personnelle. Oui. On fait peser ses envies et désirs et on utilise la loi comme prétexte pour pouvoir, bien sûr, agir selon sa propre volonté. Or, nous devons faire comme dit la loi. La loi a défini le cadre dans lequel il faut agir. Et pour un commissaire qui se comporte, bien sûr, mais j'ose dire que c'est un délinquant dans ces conditions-là. Parce que si c'est un commissaire qui se comporte comme ça, aller même jusqu'à vouloir vandaliser une pharmacie, moi je dis que ça c'est exagéré. J'ai vu également à Thiès, on m'a dit quelqu'un, bon présumé, bon meurtrier bien sûr d'un Jakartaman. Oui. Mais écoutez, moi je ne sais pas, je ne sais rien dire, mais quand je vois le look du policier, il y a quelque chose qui me fait tiquer. D'abord, on l'appelle, le surnom c'est quoi encore? El Capo. El Capo. Ça, c'est inquiétant. Le policier, Al Capo, on n'a pas besoin. Ça veut dire que finalement, il se définit déjà comme un chef mafieux. Ensuite, le look du policier, avec ses tresses qui traînent derrière et tout ça. Mais comment on a fait le recrutement? Est-ce qu'il n'y a pas une déontologie? Il n'y a pas un code de discipline qu'il faut... Mais non, il doit être astreint à... Voilà. Nous avons aussi des enfants qui ont envie de devenir policiers demain, qui regardent également, qui regardent tous des policiers. Ouais. Moi, je ne veux pas que les policiers de mon pays apparaissent quand même sous ce look. Ouais. Oui. Ça n'existe nulle part. Non, mais ce que j'ai vu, c'est sidérant. Moi, c'est El Capo, et quand j'ai vu El Capo, il a ses dreadlocks ou je ne sais pas quoi, avec non, une mine effarante, mais j'ai dit non. Ça, c'est pas le policier de chez moi. Hein. Et d'ailleurs, figurez-vous, heureusement, c'est la première fois que j'ai vu un policier dans ce look. Et je crois que des El Capo, il ne doit pas y en avoir beaucoup dans la police. Mais même si c'est une erreur de casting, on aurait dû voir. Hein, le comportement, ça compte aussi. Hein. L'incitation à la débauche, la police ne doit pas jouer les premiers rôles dans ce sens-là. D'accord. Sur le plan politique aussi, il y a le cas Khalifa Sall. Vous l'avez dénoncé aussi, nous sommes dans un monde où les politiques de 1960 à aujourd'hui continuent à gérer, à avoir cette mainmise sur l'affaire de la cité au détriment du lambda. Et ils vont même jusqu'à se dévorer entre eux pour rester au pouvoir. L'affaire Khalifa Sall, qu'est-ce que cela vous a instruit? Alors là, j'ai vu que, évidemment, le monde politique, c'est un monde sans pitié. Hein? C'est un monde de gladiateurs où les gens ne ménagent pas, bien sûr, leur peine pour tuer leur vis-à-vis, au propre comme au figuré. Hein? C'est un monde sans scrupules. Les crocs en jambes et tout, ça fait partie du jeu politique. Maintenant, il ne faut pas prêter le flanc parce que la politique, c'est quelque chose de cynique, surtout dans nos pays. Parce que le présidentialisme a favorisé la captation de l'État par des brigands qui veulent se maintenir et qui font tout pour se maintenir au pouvoir. Donc, selon les différents âges, les gouvernements qui se sont succédés ont usé des mêmes méthodes, que ce soit Senghor, que ce soit Abdou Diouf, que ce soit Abdoulaye Wade ou l'actuel président, M. Macky Sall. Je crois que ça n'a pas changé, les procédés sont restés les mêmes. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait, mais il y a pire que lui actuellement dans ce pays. Il y a des gens pour qui on parle de 29 milliards, il y a des gens pour qui on parle de dizaines de milliards, mais chez lui, je crois savoir, c'est 1,3 milliard dont on parle, même si c'est 1 million, je réaffirme ma volonté, bien sûr, de recouvrer l'argent du contribuable sénégalais, parce que des écoles, il en manque dans ce pays, il faut en construire. Mais le fait d'instaurer 2 poids, 2 mesures au sein d'une même république et dans une même justice, ça pose des problèmes de décence morale. Je vois qu'on parle par-ci, par-là de 94 milliards qu'on aurait détournés. Mais si les faits sont avérés, ça veut dire que c'est une république qui est véritablement beaucoup plus proche de la mafia qu'autre chose. Parce que non, si l'argent des contribuables est dilapidé à ce point, il faut agir, il faut sévir, malheureusement.
Et ensuite, j'ai ajouté que la dernière trouvaille d'un chercheur, que je dois vérifier également, et qui annonce que l'hymne national nous coûterait 1 milliard et quelques par an de droits d'auteur pour le poète, président, concepteur de l'hymne national et qui est reversé à du sa Sénégal, famille. qui est reversé à la famille. Ben. Si l'information est exacte, moi je vote tout de suite pour Tol Baïdemba parce que ça ne nous coûte rien. Franchement, qu'on soit sérieux, notre hymne national, ça nous appartient. Et qui ne reflète pas d'ailleurs l'histoire de notre pays. Mais il faut qu'on mette sur place encore un hymne national, qu'on convie l'ensemble des intellectuels, poètes, penseurs, qu'ils mettent sur place encore un autre hymne, tout gratuit, qui appartiendrait au Sénégal. Parce que 1 milliard, ça peut faire beaucoup de choses dans ce pays. Ouais. Il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, qui ne boivent pas. Il y a des gens qui ne se soignent pas, qui ont fait toute une vie sans jamais voir un gynécologue, des femmes en fécondité particulièrement. Vous voyez, tout ceci quand même, si on a tous ces problèmes sur la table, je crois qu'il ne faut pas jouer avec l'argent du contribuable. Il faut dépenser loyalement l'argent du contribuable de la façon la plus réaliste possible. Voilà. D'accord, nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien et qui ne nous a pas permis peut-être de faire le tour de tout ce qui est dit dans ce livre parce que c'est immense. On ne pouvait pas le terminer aujourd'hui. Nous avons juste abordé les points essentiels qui pourraient intéresser aux Sénégalais, même si tout ce qui est là intéresse le Sénégal dans sa globalité. Monsieur Rawane Diop, si vous aviez une chose à rectifier aujourd'hui dans l'urgence, ce serait quoi? Dans l'urgence, il faut faire en sorte que le Sénégalais mange à sa faim, l'autosuffisance alimentaire. C'est le premier pied. Oui. Passer de l'agriculture sous pluie à une agriculture irriguée, c'est possible, c'est faisable. Nous avons une nappe d'eau ici, la source n'est pas loin, il faut entourer d'eau sur tous les côtés. Le Sénégal peut se permettre quand même une agriculture irriguée et promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Et ensuite venir d'appoint bien sûr à l'ensemble des paysans, leur permettre que ceux-ci effectivement vivent de leur agriculture. Si on a l'autosuffisance alimentaire, c'est 300 milliards qu'on garde ici au Sénégal. Ensuite, passer l'autosuffisance alimentaire, il faut s'acheminer vers l'agro-industrie, la transformation sur place et plus tard peut-être l'industrie. Et progressivement, bien sûr, l'exploitation des mines. Et l'exploitation des mines, l'erreur que nous commettons, c'est que les mines sont extraites et exportées en brut. Donc il n'y a pas de traitement local. Il faut la semi-industrialisation. Le produit semi-fini doit être... Mais qu'ils mettent les usines ici sur place. Le produit semi-fini, au moins que les Sénégalais travaillent ici, qu'ils aient l'expérience et l'expertise. Véritablement. Voilà, mais tout en brut, c'est inconcevable. On doit avoir des usines de traitement. Ensuite, que le Sénégal se retrouve, bien sûr, à travers ses richesses. Bon, ça ne s'annonce pas mieux avec, bien sûr, le pétrole et le gaz, parce qu'on nous dit on va extraire tout et on va garder dans un compte magique l'argent pour les générations futures. Un pays qui parcourt le monde avec ses billes pour mendier, pour s'endetter, qui a un compte, bien sûr, ici au Sénégal, où il y a de l'argent pour les générations futures, ça ne résistera pas à une saison. L'argent sera vite dilapidé. Et j'ai réaffirmé, et je l'ai dit haut et fort, la meilleure façon de garder pour les générations futures, c'est de laisser intactes les ressources dans le sous-sol et de voter une loi qui ne sera levée que sur le référendum du peuple sénégalais. Ça nous permettra que ces générations se préparent à acquérir les rudiments, les connaissances nécessaires, à avoir l'argent nécessaire, les connaissances, les entreprises, les assurances, les banques, pour pouvoir eux-mêmes en profiter. Parce que le coût du pétrole, le coût du gaz d'aujourd'hui ne sera pas le coût en 2035. Et nous allons vers la raréfaction, bien sûr, de ces ressources. Donc, autant laisser les ressources sur terre. D'accord. Merci beaucoup, M. Rawane. Une monarchie au cœur de la République, l'infirmité rébutoire de l'État du Sénégal, de l'État sénégalais, est un beau livre dans lequel vous avez mis ce texte magnifique qui résume en quelque sorte ce bouquin, qui est un livre d'histoire, qui va intéresser en tout cas tout le monde. Là, je vous lirai, chers internautes, cette partie avant de clore cet entretien qui est tourné autour de ce livre. Le pouvoir a érigé une nouvelle classe dominante formée de politiques, d'auxiliaires de justice, d'affairistes, mal famés.
de religieux corrompus, d'intellectuels paresseux cherchant des raccourcis, de grands commis de l'État, milliardaires complices, de fonctionnaires vendus, de partisans corrompus, de médias souteneurs, toute une classe d'hommes d'affaires vivant de business cueillette sur des fonds publics. Tout leur est acquis dans la paresse, l'oisiveté et l'appétit gargantuesque tirant la roue de la fortune à leur compte sans répit ni satiété, s'enrichissant à tour de bras en milliards dans une parfaite complicité réciproque. Ils se soutiennent, échangent de bons procédés, défendent tous l'intérêt de classe. Le combat pour la démocratie est l'affaire de tous les citoyens qui doivent éviter d'apporter leur caution morale à la dictature, à l'éviction des valeurs, à l'exacerbation de tous les péchés qui font la monarchie absolue. À tous les niveaux de la sphère sociale, ils doivent se sentir responsables et concernés par le combat citoyen pour que l'État de droit bénéficie à tous. Pour l'heure, c'est une démocratie en panne sèche qui s'enlise dans les travers d'une féodalité médiévale, une société en recul perpétuel sur ses valeurs, une démocratie de sang, de clans, de privilèges, une démocratie certilisée, instaurant la monarchie de l'esprit des classes. C'est le livre de Rawane Diop qui est né en janvier 1959, donc une année avant les indépendances, à Sakal, dans le département de Louga, après une formation à l'école normale. Donc c'est un enseignant qui a changé de fusil d'épaule avant d'atterrir au ministère de l'Éducation nationale. Il passe au ministère des Finances comme contrôleur du trésor public. Donc c'est un homme qui parle d'une chose qu'il maîtrise. Monsieur Rawane, merci beaucoup. Je pense que vous allez nous revenir dans d'autres rendez-vous avec d'autres bouquins, mais qui cette fois-ci peut-être parlera d'autres choses, parce qu'en ce moment-là, l'État aura changé de manière de faire et le peuple se retrouvera dans leurs affaires et tout le monde sera dans cette quiétude que vous rêvez et que vous sollicitez dans ce document. Je vous remercie et à très bientôt, M. Rawane. Je vous remercie parfaitement bien. Vous, journalistes, je crois, vous avez compris que démocratie rime avec droit de savoir. Parfaitement. La démocratie, c'est un régime de liberté. Quand les libertés sont tordues, vous vous érigez en bouclier pour dénoncer les travers dans la pratique quotidienne de cette démocratie. À cette noble mission que vous incarnez, je vous y exhorte. Je joins ma voix à la vôtre, ma plume bien sûr à la vôtre, pour triompher bien sûr de tous ces maux qui gangrènent la République. Merci beaucoup, chers internautes. À très bientôt avec un autre invité. Sénégal vous remercie de votre fidélité.